Bonjour à tous, depuis quelque temps, une hype commence à émerger petit à petit en rapport avec l'idée d'une possible apparition de l'arrivée des Midnight Suns dans le MCU. C'est un sujet qui me plaît beaucoup car il y a pas mal d'informations intéressantes à relever. Dans le MCU, il y a pas mal d'éléments teasés aussi qui mènent petit à petit vers cette possibilité. Et j'ai envie aujourd'hui de vous proposer une vidéo un petit peu plus chill où nous allons pouvoir amener des pistes de réflexion, compiler un petit peu ce que nous savons et supposons sur cette fameuse équipe. Donc sur ce, si vous êtes prêts, ne tardons pas plus longtemps, on y va. Tout d'abord, vous connaissez la tradition et un petit peu comment je fonctionne, un petit point comics s'impose, histoire que tout le monde sache bien de qui on parle et cela va nous permettre de poser des bases. Contrairement aux Avengers, qui est une équipe réputée de super-héros travaillant véritablement en équipe dans une structure tout en étant très médiatisés, les Midnight Suns, eux, à l'opposé de ce que je viens de vous citer, sont plutôt liés à tout ce qui se rapproche de l'occulte, soit des concepts qui sont invisibles, voire cachés pour un œil non averti. Et dans cette même cohérence, les Midnight Suns, ce n'est pas tant une équipe à proprement parler, mais plus une réunion, où un rendez-vous secret est nécessaire de plusieurs héros, anti-héros, voire antagonistes. Tous liés à des concepts mystiques ou occultes afin de confronter une menace invisible pour le commun des mortels. Prenons l'exemple de leur première apparition au sein des comics. Lilith, la mère des démons, a malencontreusement été libérée, et désormais libre, elle part à la recherche de ses enfants, les Lylin. Cependant, via la magie, la femme démoniaque va réaliser que son destin l'amènera inévitablement sur la route de 9 personnes réunies pour s'opposer à son retour. Et désireuse d'annihiler ce regroupement à la source, Lilith, accompagnée de ses enfants, cherchera à défaire, tuer ou séduire les personnes avant qu'elles ne se rencontrent. Parmi les ennemis de la mère des démons, nous retrouvons notamment les deux frères Johnny Blaze et Daniel Ketch, le Ghost Rider actuel, Morbius, le docteur devenu vampire, ou encore Blade, additionné en plus à Doctor Strange qui est à l'origine de la réunion des personnages pour défaire Lilith. Ces personnages ne sont pas faits pour fonctionner en équipe. Certains sont de parfaits solitaires, car leurs conditions les empêchent de vivre en société, certains ont des passés trop lourds, certains sont même trop dangereux pour côtoyer d'autres personnes, ou tout simplement, certains membres sont des ennemis entre eux et se détestent. Pourtant, par la force des choses, ils ont tous un point commun, et c'est le domaine de l'occulte. Quand une menace telle que Lilith arrive sur Terre accompagnée de ses démons pour semer le chaos, une personne maîtrisant le monde de l'invisible ne suffit pas. Il faut mettre de côté les rancœurs et les souffrances pour le bien commun, et elle est là, l'essence des Midnight Suns. Personne d'autre, à part eux, peuvent s'en charger, et ils le savent. Et tout comme le domaine de l'occulte, leurs combats et leurs victoires ne seront pas comptés. Tout se passera dans le plus grand des secrets. À partir de cette bataille contre Lilith, les Midnight Suns deviendront, quand il sera nécessaire, une réunion des concernés et des êtres liés à l'occulte et au mystique pour protéger le monde du chaos véritable. Bien évidemment, il y aura du turnover, les membres fluctueront et c'est pourquoi nous aurons des itérations où nous pourrons avoir les Midnight Suns mais avec d'autres personnages, comme Moon Knight, Elsa Bloodstone, Man-Thing, Iron Fist, Scarlet Spider, Werewolf ou même plus récemment Wolverine. Maintenant, si nous nous tournons vers le MCU, eh bien actuellement il y a une grosse rumeur nous contant la potentielle arrivée des Midnight Suns dans un film. C'est déjà un premier grand pas vers cette idée de production, mais je vous avoue que même sans ça, sans ces rumeurs, j'estime que les Midnight Suns sont inévitables pour le MCU. Et je vais vous expliquer ma pensée. Depuis Endgame, Marvel s'est tenté à une multitude de nouvelles productions. D'un côté, nous avons eu pas moins de 10 films, 11 si l'on compte Deadpool and Wolverine qui arrive très prochainement, et de l'autre, nous avons vécu le lancement et l'avènement de Disney+, avec l'objectif d'étendre et promouvoir l'univers Marvel sur le petit écran par le biais de séries. Et pareil, sans même compter les saisons 2, nous sommes actuellement à peu près à 11 mini-séries, additionnées à 2 programmes spéciaux, Werewolf by Night et Les Gardiens Spécial Noël. Par conséquent, c'est le développement d'une flopée de nouveaux personnages, de nouveaux thèmes, de nouveaux enjeux. Comme je vous disais dans d'anciennes vidéos, c'est comme si la phase 4 et en partie la phase 5, c'était l'apport en gros d'ingrédients, comme une sorte de garde-manger. Et par la suite, du coup, à partir de ces ingrédients, nous pourrons confectionner les plats. Et elle est là, la richesse de Marvel. Ce sont les crossovers. Quand on regarde la toute première phase, nous avons eu l'émergence d'Iron Man, Captain America,
Hulk, Thor, puis une fois toutes ces entités introduites, le célèbre film Avengers, premier du nom, est apparu, réunissant tous ces héros et introduisant au passage des nouveaux. Même si les aventures solo sont importantes et très captivantes pour certaines, il n'y a rien de plus exaltant que de voir Tony Stark s'embrouiller avec Doctor Strange, ou Thor collaborer avec Rocket pour ne citer que ses alchimies. Les crossovers font partie de l'essence même de l'univers Marvel. Ce sont limite des objectifs, voire une finalité. Ce n'est pas pour rien que les films Avengers sont si prisés et convoités, je ne vous apprends rien. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle ère. Nous sommes bien loin des 6 Avengers originaux, une palanquée de personnages existe, et si je reprends ma métaphore de la cuisine, eh bien si chaque personnage ou concept est un aliment, et que les crossovers sont des plats, eh bien naturellement, il y a des denrées qui ne vont pas ensemble, ou qui du moins seront gâchées si l'on les fusionne avec d'autres. J'extrapole un petit peu, mais des épinards avec du chocolat par exemple, je ne suis pas sûr que ce soit un si bon mélange. Et justement, c'est le cas des Midnight Suns. Les Midnight Suns, c'est un concept qui permet de faire briller des personnages qui ne colleraient pas avec l'idéologie et le concept des Avengers. Je ne dis pas que c'est impossible de le faire, les Avengers étant très centraux dans l'univers Marvel, ils ont déjà collaboré avec tout le monde au fil des récits, mais ce n'est toujours que très temporaire, et cela ne permet pas vraiment d'exploiter et explorer les thématiques profondes des personnages. Et encore, là on parle des comics, mais imaginez maintenant dans un milieu aussi restreint que le MCU, où les productions coûtent des millions et où les réussites dépendent quand même pas mal des suites proposées et de la continuité. Les erreurs sont vraiment à éviter. Et justement, il est temps de mettre les pieds dans le plat, Marvel est actuellement en pleine remise en question. Vous le savez très certainement, mais les dernières productions n'ont pas toujours été bien reçues, voire n'ont pas marché aussi bien que les studios l'espéraient. Et dans cette grande réflexion, Marvel songe petit à petit à nous proposer plus de contenu qualifié TVMA pour les séries et R-rated pour les films, soit en gros des contenus jugés plus matures, plus sanglants ou plus violents pour ne citer que ça. Avant, ce genre de contenu n'était dédié que pour les programmes secondaires, tout comme la série Daredevil, ou bien des contenus annexes du style les films qui étaient proposés par la Fox, comme Logan par exemple. Mais aujourd'hui, ça devrait changer, déjà parce que ces contenus sont désormais officiels pour le MCU, mais aussi car j'estime qu'il y a 3 productions qui sont un petit peu actuellement en train de tracer la route pour s'orienter justement vers ce type de contenu. Echo, en plus d'être le premier contenu à nous proposer le concept de Marvel Spotlight, c'est-à-dire une mise en lumière d'un personnage et ou un moment peu connu pour minimiser le contexte à assimiler pour les prochaines productions, c'est également une tentative pour amener du contenu certes plus secondaire, mais aussi plus violent. Deadpool 3 possède un lourd poids sur ses épaules, car en tant qu'unique film de 2024, additionné au fait qu'il est le premier long métrage à relier le contenu de la Fox avec celui du MCU, à nous parler véritablement des X-Men, à nous amener le contenu de la série Loki sur grand écran, ou encore poser les premières grandes bases du film Avengers Secret Wars, il sera également d'une certaine manière le premier véritable film R-rated du MCU. Bien qu'il soit le 3e opus de sa série, il est le premier film Deadpool à être pensé et façonné pour le MCU. Et donc, cela veut dire qu'il a été volontairement pensé pour être R-rated, soit nous proposer un contenu plus violent ou dit, entre guillemets, plus mature, dans la continuité principale. Ce n'est vraiment pas pour rien que le film est qualifié de potentiel sauveur pour le MCU. Et justement, en lien avec Deadpool 3, par rapport à l'avènement du R-rated, il y a également ce fameux film qui ne cesse d'être repoussé, c'est Blade. Et Blade, c'est assez particulier car, de par l'essence du film et du personnage, ce dernier pose le principal questionnement auquel Marvel fait face. Doit-on proposer du contenu toujours extrêmement tout public afin de plaire à tout le monde et attirer les nouveaux jeunes, ou doit-on proposer des contenus bien plus matures, car le MCU, c'est déjà plus de 15 ans d'existence, donc le public a également grandi, et certains héros ont des histoires foncièrement profondes et sombres, et c'est le cas de Blade. Blade est un chasseur de vampires, il est violent, il massacre, il tue, et s'éloigner de ça, c'est en quelque sorte s'éloigner de Blade. Et en parlant de Blade, aux dernières nouvelles, le film est toujours prévu pour fin 2025. Et encore mieux que ça, ce dernier devrait normalement arborer petit à petit un premier avènement pour les Midnight Suns.
C'est limite un petit peu obligé. Bon, comme nous le disions plus tôt, le MCU actuel amène énormément de personnages, de concepts ou d'intrigues. Naturellement, ce dernier se divise donc en plusieurs thématiques, regroupant plusieurs éléments en son sein. Par exemple, on ne va pas trop voir Captain Marvel dans les rues de New York. C'est plus quelque chose que l'on va attribuer à des personnages comme Daredevil, Spider-Man, Falcon, etc. A l'inverse, on la retrouvera plus dans des concepts liés à l'espace, comme les Gardiens de la Galaxie, Thor et j'en passe et des meilleurs. Et du coup, si l'on se recentre sur les Midnight Suns, eh bien, petit à petit, Marvel est en train d'instaurer les thématiques de l'horreur et du surnaturel. La série Moon Knight, en plus d'enrichir le concept de divinité ou encore l'Égypte, baigne complètement dans la thématique de l'horreur ou encore de la violence. Werewolf by Night, qui est d'ailleurs un Marvel Special Presentation, donc si Marvel souhaite mettre les projecteurs sur celui-ci, c'est bien pour le ramener plus tard, eh bien, il nous amène pleinement le concept de monstre, avec justement la chasse aux monstres, le fait que ces derniers ne sont pas tous mauvais comme le Man-Thing, ou des personnages ou familles issus du milieu de l'occulte, comme la famille Bloodstone et notamment Elsa. Puis, outre des contenus comme Doctor Strange, nous avons également eu l'introduction de Black Knight dans Eternals, avec la voix de Blade à la fin du film. Ce qui est très intéressant en réalité, c'est que Marvel a ici l'occasion de nous proposer un contenu totalement inédit, sans pour autant affecter la trame principale et ses plans. Ce que je veux dire par là, c'est que comme nous l'avons dit plus tôt, les Midnight Suns étant dans le milieu de l'invisible, leurs réunions et leurs aventures se déroulent dans le plus grand des secrets. Par conséquent, il y a moyen de proposer une véritable histoire qui ne se relie pas du tout à la trame principale, celle des Avengers, ou du moins sans qu'ils le sachent. Une sorte de sous-intrigue que les spectateurs auraient le choix de voir ou non pour comprendre le reste. Et ce sera d'ailleurs certainement déjà le cas pour le film Blade. Si l'on se pose un peu pour parler du film, bon, déjà il ne faut pas oublier que Blade sera une origin story. Donc nous ferons face quand même à une histoire plutôt personnelle et très orientée autour du personnage. Mais cela n'empêche pas la potentielle présence d'autres entités. Tout simplement, le cas de Dane Whitman, le Chevalier Noir. Même si Marvel s'est beaucoup remis en question et plusieurs réécritures du scénario du film Blade ont fait surface, la scène post-générique des Éternels est là. Blade part à la rencontre de Dane pour le mettre en garde face à l'utilisation de la lame d'ébène. Difficile de dire clairement ce qui est prévu par rapport à tout ça, mais c'est la traduction que Blade possède un intérêt, qu'il soit positif ou négatif, en ce qui concerne la fameuse lame interdite. Et par extension, vu que cette lame est liée à Dane et sa famille, c'est un premier pas vers un crossover. En fait, par ce biais, on ressent clairement que Marvel souhaite petit à petit créer quelque chose avec ses personnages. Blade a rencontré le Black Knight, il y avait à l'époque l'idée d'un caméo de Dane dans Moon Knight, Werewolf nous a présenté de nouvelles thématiques et nous a amené de nouveaux personnages qui ont déjà commencé à tisser des liens et travailler en équipe, et surtout, si l'on regarde un petit peu dans le détail, eh bien géographiquement, tout permet une réunion de ces personnages. Blade est britannique et né à Londres. Il va voir Black Knight, qui lui aussi habite à Londres, et qui travaille au musée d'histoire naturelle de la ville. L'idée du caméo qui n'est jamais arrivé avec Moon Knight, eh bien c'est parce que lui aussi, sous l'identité de Steven, il habite à Londres et travaille dans une sorte de musée, la Galerie d'Art Nationale. Nous savons également qu'Elsa Bloodstone, malgré qu'elle soit américaine, a passé sa vie en Angleterre, au point d'être considérée comme venant de là-bas. Le manoir Bloodstone est donc situé naturellement en Amérique du Nord. Ce qui veut dire que toute l'intrigue de Werewolf by Night se déroule là-bas, et donc que Jack Russell ainsi que Man-Thing sont sur ce continent. Néanmoins, à l'issue du mini-film, eh bien le manoir appartient désormais à Elsa. Et Marvel aime beaucoup ce procédé, c'est-à-dire avoir un lieu iconique réunissant plusieurs personnes comme le QG des Avengers, ou leur ancienne tour, ou même le Sanctum Sanctorum pour Doctor Strange, etc. etc. Donc le manoir Bloodstone peut désormais servir de base secrète permettant de réunir les entités liées à l'occulte. D'ailleurs, beaucoup de mystères tournent autour d'Elsa, puisque cette dernière avait quitté le manoir familial pendant près de 20 ans, avant de refaire surface dans le but de récupérer le trésor familial, la Bloodstone, dans un but qui nous est
encore secret. Si l'on se réfère au lore de base des comics, Elsa a normalement passé tout son temps en Angleterre, et surtout en tant que chasseuse de monstres, qui symbolise sa nature depuis son enfance. Étant donné que Blade a approché Dane Whitman, avec pour élément d'intrigue la fameuse lame d'ébène, qui nous dit qu'Elsa n'est pas déjà de mèche avec le chasseur de vampires, et qu'elle a récupéré la pierre pour un but commun avec Eric Brooks, alias Blade. Et enfin, il ne faut pas non plus oublier le Man-Thing, qui est un être aux aptitudes exceptionnelles. Dans ses facultés, le Man-Thing est capable d'ouvrir des portails pour se téléporter. Mieux que ça, il peut même voyager à travers les dimensions. Ou encore plus fort, changer de réalité. Et ça, c'est parce qu'il est dans les comics relié au nexus de toutes les réalités. Il en symbolise même son gardien. Et pour rappel, c'est une dimension qui donne accès à, comme son nom l'indique, toutes les réalités. À voir ce qui sera proposé dans le MCU, mais le Man-Thing est un monstre très particulier. Je pense que pour un contenu cinématographique, tout comme cela nous a été montré dans Werewolf, le Man-Thing pourrait se rapprocher d'une sorte un petit peu de Groot, dans le sens où c'est un allié difficile à s'attacher pour le spectateur, puisqu'il ne parle pas véritablement, mais qui dans l'autre sens possède des aptitudes vitales et nécessaires pour le groupe. Après tout, comme le montre Thor Ragnarok, le Man-Thing a déjà voyagé dans l'espace et s'est retrouvé sur Sakaar, avant de devenir l'une des grandes légendes du concours des champions de là-bas. Bref, en résumé, je pense que si nous devions définir un roster pour les Midnight Suns du MCU, Blade serait une figure principale du groupe, notamment de par son palmarès, la scène post-crédit des Éternels, ou tout simplement car il sera le seul pour le moment à avoir une production sur grand écran. Elsa Bloodstone, Werewolf et très certainement Man-Thing seraient également présents, notamment car Marvel a fait l'effort de véritablement les introduire dans une production dédiée. Puis Dane Whitman ainsi que Moon Knight, pareil, surtout que géographiquement ils sont tous à côté. Après, il y a deux éléments dont nous n'avons pas parlé, et le premier, ce serait d'avoir une superstar pour vendre le groupe. Certains pourraient notamment penser à Deadpool ou Wolverine, ou tout simplement Doctor Strange qui est à l'origine du groupe dans les comics, mais scénaristiquement pour une première itération des Midnight Suns, bien que ce ne soit pas tout de suite, tous ces personnages seront normalement déjà pas mal occupés pour amener Secret Wars. Il n'y a qu'à voir Strange qui désormais est pleinement occupé à gérer une incursion aux côtés de Clea. Je pense, mais j'ai peut-être tort, que Blade, de par son film, on parle quand même d'une grosse production sur grand écran, donc les œuvres jugées vraiment importantes de Marvel, il sera en quelque sorte la star réunissant tout le groupe et permettant de vendre le concept. Puis, à ne pas oublier que, comme dans toute réunion, de nouveaux personnages seront introduits dans l'histoire. Donc, c'est la possibilité d'avoir, pourquoi pas, la première apparition du Ghost Rider, le personnage qui incarne complètement le domaine de l'occulte et qui est très principal dans les aventures des Midnight Suns. Et voilà, c'était une vidéo pour parler simplement des Midnight Suns. Je suppose que vous devez avoir des avis divergents ou tout simplement des envies par rapport à cette équipe. Du coup, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire, je suis très curieux de voir ce que vous pensez. Puis j'espère tout simplement que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des idées de sujets ou des points que vous aimeriez qu'on explore un petit peu, n'hésitez pas à m'en faire part en vrai. J'aimerais d'ailleurs, avant de vous dire au revoir, vous renvoyer vers la vidéo où je vous explique un petit peu, je vous raconte l'histoire de la création des 4 Fantastiques au sein du milieu de la bande dessinée et donc du coup de Marvel Comics. C'est une vidéo qui me tient vraiment à cœur et je suis sûr qu'elle peut vraiment vous plaire. Bref, c'était un petit instant auto-promo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous d'avoir regardé jusqu'au bout. Écoutez, c'était Argorok. Allez, ciao tout le monde.